dis bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur cette visite virtuelle qui a quelques petits soucis techniques au démarrage. Et je vous souhaite la bienvenue, notamment au nom du SPLM, le syndicat des professionnels de la location meublée. Ce rendez-vous, donc c'est un petit peu la French Connection, c'est le nom de ce rendez-vous qui est dans le cadre de la semaine de la location saisonnière qui aura lieu fin novembre. Je pense que vous êtes tous au courant parce qu'on a fait déjà pas mal de publicité sur le sujet, donc du 22 au 26 novembre. Et effectivement, qui a eu cette particularité. Donc, on va avoir plus de 170 ateliers, enfin 170 conférences, 30 ateliers. Et cette particularité, c'est d'avoir notamment 2 jours dédiés totalement au français, 2 en espagnol, 2 en italien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'on s'est rendu compte en discutant, je pense, avec les uns et les autres, qu'on avait encore jamais eu d'événements autour de la location saisonnière, notamment en France. On a des événements autour du tourisme, de l'immobilier, mais effectivement, dédiés directement à notre industrie, c'est jamais vu. Et on se rend bien compte qu'il y a un vrai engouement pour le sujet. On espère pouvoir réitérer ça plus tard. Pour me présenter et présenter la suite, donc je suis Marie Pistinier, je suis présidente du SPLM, mais j'ai également créé une société, une agence immobilière en 2005 qui s'appelle Lokim, qui au départ faisait beaucoup de location saisonnière, même si pour des raisons perso, j'ai modifié un peu mon modèle. La location saisonnière a toujours été voilà, dans mon cœur, si je puis dire, pour faire un petit peu de cliché, mais c'est voilà, un peu mon domaine d'affection. Et pour présenter cet événement, je suis accompagnée par Gaëlle Boisclair, qui effectivement est également fondatrice notamment du SPLM, elle faisait partie des membres fondateurs, également sa secrétaire, mais qui également a une agence et property manager également. Désolée pour l'anglicisme, depuis, je crois que ça fait depuis le début des années 2000, ou en tout cas tu es dans l'industrie de la location de vacances. Donc ça c'est juste pour présenter. On va donc pouvoir vous présenter quelques-uns des experts qui sont reconnus sur le marché, qui donc effectivement sont francophones, donc ce qui est génial pour cette semaine de la location saisonnière. Et l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu les sujets qui vont être abordés notamment pendant la semaine, mais aussi les sujets un peu plus chauds, un petit peu plus tendance, dans chacun des domaines de prédilection de nos invités. Je précise juste que c'est un événement qui est enregistré, que vous pourrez revoir si vous n'avez pas le temps de le voir en entier, ou le partager bien évidemment. Voilà, donc je salue également ceux qui, au moment où ils regardent ce webinaire, sont en replay. Pour débuter, finalement c'est Christophe, l'ordre a été un petit peu modifié, mais donc je propose à Christophe peut-être est-ce que tu peux te présenter ton activité, ton domaine de prédilection, les sujets que tu vas notamment présenter, même si parfois certains sujets ne seront pas finalisés parmi nos intervenants. Et puis surtout, par rapport à ton activité, quelles sont les tendances que tu sens? Là, on est à l'approche de l'été est quasi là, si je puis dire. Les nouvelles, en tout cas en France, on a pas mal de signes positifs de réouverture. Et par rapport à ton activité, est-ce que tu sens justement ce rebond, etc. Je te laisse la parole. D'accord, très bien, merci. Donc Christophe, français et espagnol d'adoption, ça fait plus de 20 ans que je suis à Madrid. Au niveau de ma carrière, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans différentes multinationales en marketing digital. Et j'ai commencé dans la location saisonnière comme hobby, tout d'abord en 2005 comme propriétaire, avec mes propres appartements, 2 appartements sur la Costa Blanca. Et rapidement, j'ai compris que le sujet me passionnait. J'ai commencé donc à gérer d'autres locations, toujours comme hobby. Et c'est en 2016 que j'ai définitivement décidé de me dédier à ma passion et à plein temps et démissionner pour devenir property manager. Actuellement, on manage une quarantaine de propriétés sur la Costa Blanca, des appartements et villas. Et donc, plus récemment, je suis donc le cofondateur et CEO de Revyos, R-E-V-Y-O-O-S. C'est pas forcément facile de savoir par le son. C'est pour ça que je préfère te laisser présenter le nom pour éviter de faire une erreur. Voilà, donc Revyos, le premier et unique agrégateur d'avis spécialisé 100% en location saisonnière. Et notre mission est d'aider les property managers et propriétaires à générer plus de confiance et crédibilité sur leur site, améliorer leur positionnement SEO sur Google et autres moteurs de recherche,
et augmenter en définitive la conversion et les réservations en ligne et les réservations en direct sur leur site. Donc on est une jeune start-up, on a lancé la version bêta il y a à peine un an, fin juin de l'an dernier. Et donc le sujet que nous allons aborder en novembre est bien évidemment autour des avis et comment tirer, on va voir donc comment tirer le meilleur parti de nos avis clients sur notre site et augmenter nos réservations en direct. Au niveau de la thématique, on va voir tout d'abord le pouvoir de nos avis. On sait tous que les avis ont un impact important, mais pas forcément en détail. Donc, on va voir tout d'abord au niveau de la psychologie qu'il y a derrière les avis, pourquoi ils sont aussi efficaces, pourquoi ils fonctionnent aussi bien pour aider à la conversion. On va voir également l'importance des avis vérifiés. Tous les avis n'ont pas le même impact et le même impact au niveau de la conversion. Il est clair qu'il y a énormément de faux avis ou des avis modérés sur les sites où on publie seulement les bons avis. Donc, il est très important de donner des preuves à nos locataires potentiels que tous les avis qu'on a sur notre site sont des avis vérifiés, des avis réels. On verra également l'importance de montrer tous les avis, pas uniquement les bons avis, mais également les mauvais, absolument tous les avis. On verra qu'au final, quelques mauvais avis ne sont absolument pas un drame, mais ils permettent aussi de générer plus de confiance et on peut finalement en tirer un meilleur parti. On verra quelques informations là-dessus et comment gérer les mauvais avis, comment y répondre d'une façon correcte pour générer aussi plus de confiance par rapport à nos locataires potentiels. On verra des chiffres au niveau de la conversion, sur comment les avis ont un impact direct sur l'amélioration du positionnement SEO sur Google, et principalement des tips, des conseils pratiques à mettre en place pour augmenter le nombre d'avis, améliorer la note moyenne, booster le taux de conversion et le nombre de réservations en direct sur notre site. Donc, c'est en résumé un peu toutes les informations qu'on verra lors de la présentation de novembre. D'accord. Et donc, au niveau justement, sur les tendances et tout ça, au niveau j'imagine, c'est plutôt donc toi du côté des managers, enfin des gestionnaires de biens, comment les choses là, comment tu les sens en cette période un petit peu étonnante, enfin voilà, un peu complexe, un peu étonnante, où tout le monde a un petit peu rebondi dans différentes directions? Oui. Alors, la plupart des property managers et propriétaires, je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi qu'on a tous vécu de plein fouet l'an dernier les risques d'une trop forte dépendance des OTAs, des Airbnb, Booking, Vrbo et compagnie, avec l'application d'une façon complètement unilatérale de leurs propres termes et conditions, indépendamment des nôtres. Et de là, l'importance absolue des réservations en direct. Le Book Direct Movement qui est né il y a quelques temps est de plus en plus présent et de plus en plus fort. Et il y a un engouement énorme auprès du Book Direct, aussi bien de la part des property managers, mais aussi de la part des locataires potentiels ou des locataires tout court. Donc, pour moi, et là je parle non seulement depuis Reviews, mais sinon aussi depuis en tant que property manager moi-même, le fait de travailler sur notre stratégie de Book Direct devrait être, selon moi, absolument une des top priorités pour tout property manager et propriétaire. Et je ne parle pas forcément, évidemment, d'avoir un objectif d'arriver à 100% de réservation en direct. Au final, les OTAs sont des machines de guerre pour générer des réservations. On a besoin d'elles, elles fonctionnent. Mais il est absolument primordial d'avoir une distribution diversifiée, d'avoir une distribution équilibrée entre les direct bookings et les bookings les réservations qui nous viennent des OTAs. Et donc, voilà. Selon moi, c'est vraiment la stratégie du direct booking est vraiment la seule qui nous permet d'avoir un contrôle sur notre business, d'avoir un contrôle sur les termes et conditions des réservations qu'on a en direct, et au final d'avoir un business pour que notre business soit pérenne, robuste et viable sur le long terme. C'est vraiment une stratégie que tout property manager et propriétaire devrait avoir en tête.
c'est au final une stratégie de longue haleine qui inclut toute une série d'actions à mettre en place, mais qui au final, sur la durée, fonctionne. Et tirer le meilleur parti de nos avis sur notre propre site fait évidemment partie de la série d'actions et de stratégies sur lesquelles on peut travailler en tant que property manager ou propriétaire. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, c'est un vrai sujet qui va être développé, mais justement par différents prismes, pas seulement, là toi, c'est plutôt la partie review, mais effectivement, sur d'autres systèmes, j'ai l'impression que ça devrait, c'est un mouvement qui est plutôt pour l'instant anglo-saxon, mais qui devrait effectivement atteindre le marché français. Absolument. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci. Passer, je vais laisser Gail présenter la personne suivante. Hop. Oui, bonjour à tout le monde et bienvenue à cet webinaire. Marine, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Et est-ce que vous pouvez présenter vous-même, votre société, les idées que vous va parler, les thèmes de la présentation pour le Short Stay Week et qu'est-ce que vous pensez des mois qui suivent? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction et merci d'organiser aussi cet événement ensemble. Moi, je suis Marine Cornu et je suis en charge du développement de la marque Romonitor pour la France. Donc rapidement, en fait, Romonitor, c'est un service et une solution qui permet à tous les professionnels de savoir enfin ce qui se passe dans les logements après le check-in et qui protège en fait contre tous les problèmes qu'on peut rencontrer, notamment pendant la nuit. Avec du personnel dédié à la gestion des incidents comme les nuisances sonores, les dégradations, mais aussi on parle de plaintes des voisins, de problèmes avec la copropriété et puis des appels d'urgence du locataire, forcément un locataire qui perd ses clés, une fuite d'eau, etc. Donc c'est vraiment une solution complète et donc je représente Romonitor qui commence à se faire connaître un petit peu sur le marché français. Pour vous dire rapidement, moi je suis tombée dans la marmite de la location saisonnière assez récemment par rapport à vous tous. Je suis arrivée il y a 4 ans dans l'industrie en étant chez Airbnb, en rejoignant Airbnb, qui a lancé en fait son site ouvert officiellement pour les professionnels de la location. Donc c'est en travaillant main dans la main avec les professionnels, en découvrant aussi tous les problèmes opérationnels qui peuvent être rencontrés, etc., que je me suis vraiment passionnée pour ce secteur. Et puis plus récemment, en fait, j'ai rejoint la marque Le Collectionniste, qui est leader dans la location de villas de luxe dans le monde. Et en fait, ces sujets-là, j'ai beaucoup travaillé sur l'expérience client, comment préparer le séjour, comment anticiper les problèmes, mais aussi comment penser à toute la gestion des urgences et des imprévus. Et en fait, quand j'ai découvert Romonitor à Barcelone, où j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai été littéralement bluffée par leur service et l'impact en fait que ça avait sur le marché de la location courte durée à Barcelone. Donc j'ai voulu participer à cette aventure. Ce que l'on va discuter ensemble en mois de novembre pour la Short Stay Week, c'est notamment en fait introduire tous ces sujets qui sont liés aux problèmes du voisinage, aux problèmes du bruit et tous les incidents que les property managers peuvent rencontrer avec leurs guests. Et c'est des sujets qui sont c'est des problèmes, donc c'est difficile de les évoquer. C'est pas forcément fun de parler de tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup cherché à savoir comment introduire ces sujets. Et en fait, quand on essaie de les introduire et quand on apporte aussi des solutions, quand on discute ensemble, vous êtes tous les gestionnaires vont avoir un jour un problème de bruit, de nuisance ou de dégradation dans le logement. Et finalement, tout le monde cherche à trouver des solutions en interne, des solutions opérationnelles. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir discuter, de faire un partage d'expérience et de mettre en place des solutions pour éviter ces problèmes. Donc aujourd'hui, prendre en charge un problème quand il est déjà là, c'est toujours trop tard. Et c'est pas forcément pour moi quelque chose qui doit faire partie du quotidien du property manager. Ça peut être anticipé. Alors oui, il y aura toujours des couacs et des problèmes, mais l'anticipation, je pense, peut permettre aussi à un secteur de pouvoir mettre son énergie sur d'autres parties, qui est l'expérience client, la recherche de biens, l'accueil, etc., et de pouvoir minimiser un maximum l'impact
que peuvent avoir ces problèmes pendant la nuit avec les voyageurs et notamment aussi avec forcément une fatigue aussi des équipes en interne d'avoir ces problèmes-là. Donc l'objectif, c'est que vraiment qu'on échange là-dessus. Je pense qu'il y a un gros sujet aussi. On a parlé des fêtes Covid depuis un peu plus d'un an. On a vu aussi la communication qu'a fait Airbnb autour de ce sujet en lançant un programme Party Prevention, en conseillant à tous de mettre des détecteurs de bruit. Sauf qu'un détecteur de bruit, ça reste un détecteur et que si derrière les actions ne sont pas prises, finalement le problème il est là, il existe et il va continuer. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir discuter ensemble de comment anticiper, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, quelles solutions peuvent être mises en place, et ensuite de vraiment faire un partage d'expérience, parce qu'encore une fois, ce sont des problèmes que tout le monde rencontre, et que l'union fait la force, et qu'en discutant ensemble, on arrive à trouver des solutions efficaces. Très bien, merci beaucoup. J'ai l'impression que Gaëlle a à nouveau quelques travaux de son côté, malheureusement. Merci beaucoup, Marine. Et puis, effectivement, voilà, à très bientôt pour discuter de tous ces sujets. Je crois normalement que nous avons Landry qui doit être disponible pour nous présenter. Bonjour Landry. Bonjour. Alors, toi, c'est un petit peu particulier. Je vais te laisser présenter les choses. C'est qu'effectivement, pour l'instant, mais les choses peuvent changer. Tu te présentes plutôt comme sponsor, en fait, pour la Short Stay Week, la semaine de la location saisonnière. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être justement sur ton parcours, ton expérience sur la partie, sur tout ce qui est produits, justement, qui sont liés à la location saisonnière et voilà, et l'implication sur la Short Stay Week. Et peut-être, je te rajoute une petite question, justement, d'un point de vue, alors tu vas expliquer tout ce que tu fais de ton côté sur ton industrie. Est-ce que tu sens un petit peu les choses bouger et aller dans le bon sens, notamment le sens des réservations, voilà, de ton côté? Alors, pour me présenter, je suis Landry Lecastrin. En termes d'expérience, j'ai fait une école de commerce assez classique dans le monde du management et 7 ans d'expérience dans le monde du courtage en assurance et plus particulièrement dans le monde du voyage, en voyant le monde évoluer et changer avant la crise qu'on a vécue l'année dernière. J'ai pris mon envol parce que aujourd'hui, il y a 2 facteurs qui font la différence en termes d'assurance. Il y a le produit qu'on met en place. Très vite, avec la crise, on a su réagir et trouver des garanties liées au Covid-19 qui ont permis de créer de la réassurance pour les clients finaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail du produit parce que c'est pas le lieu. Non, pas On aujourd'hui. on a su comment? Non, je dis pas aujourd'hui, mais effectivement, le fait d'avoir un produit qui couvre, ça permet de rassurer aussi bien le client qu'aussi les property managers, les gestionnaires de biens. Et voilà, c'était Voilà. important d'avoir un produit spécifique. Et au-delà de ça, on fait beaucoup de techno pour renouveler un peu le monde de l'assurance, des technos en interne et des technos aussi chez nos clients, de façon à proposer les assurances les plus claires possibles, baisser les interactions entre les agences, nous et le client pour rendre la vie facile au client final, à l'agence et à nous aussi par la même occasion, et des contrats groupes qui nous permettent de mettre tout ça en place et d'avoir une offre assez différenciante. En ce qui concerne pour notre part, il y a Christian qui est là, je crois aujourd'hui, Christian Mecanet de Les Vacances, qui est un des clients qu'on a dans notre portefeuille. En termes de réservation, ça repart fort. On a fait un mois de mai très intéressant et je pense que ça traduit bien un peu toute l'évolution qu'il y a sur le monde de la location saisonnière actuellement. Et je pense que ça va dans le bon sens pour les mois à venir. Voilà. Ok, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, déjà pour l'été, à première vue, on a un mouvement sur Ouais, des choses. Alors, beaucoup de demandes. j'imagine même sur le territoire même, parce que de toute façon, pour l'instant, les déplacements sont encore limités. Donc voilà, Ok. après, pour parler, vu que je suis un sponsor, bien sûr, on a des offres pour tout le monde ici. C'est pas le lieu et on évoquera ça en fonction de ce qu'on aura présenté lors de la semaine de la location avec plaisir. Très bien, mais c'est une jolie façon de soutenir effectivement cette industrie qui fait preuve de beaucoup d'énergie et de beaucoup d'inventivité justement malgré la situation. Merci beaucoup Bien. Landry. Merci, À très vite. très vite.
Merci Landry. Et la prochaine personne, c'est Thibaut. Et Thibaut, ça fait longtemps que vous êtes dans l'industrie. Vous avez plein de choses à partager, je suis sûre, avec tout le monde. Vous pouvez, voilà, présenter votre société, l'historique et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir pour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Gaël, bonjour Marie, merci de m'avoir invité, et Gianpaolo bien sûr. Bonjour à tous qui regardez en direct ou en différé. Effectivement, je vais me présenter, puis ce que je ferai, c'est que je donnerai tout de suite quelques données sur le marché, ce qui se passe, comme teaser, et après je parlerai effectivement de mes présentations. Donc je m'appelle Thibaut, je suis français, et je pense que je peux intervenir ici pour 3 titres. Premièrement, j'ai des locations de vacances. Effectivement, depuis un certain temps, donc la chirurgie aidant, j'ai pas l'air si vieux que ça, j'espère, mais des locations à la fois en Indonésie et aux Antilles françaises, depuis que je possède, qui me donne une certaine perspective, on va dire, de certains marchés, mais également d'utilisation au jour le jour de grandes plateformes ou d'outils, ou d'avoir son propre site pour avoir des bookings en direct. Donc, c'est une problématique que je connais moi-même. Deuxième titre, je dirais, parce que pendant un certain nombre d'années, pendant 5 ans, en fait, je travaillais au siège de Booking.com, le site de l'agence de voyage en ligne. Et je travaillais précisément dans l'équipe en charge de prendre toutes les fonctionnalités de Booking.com, plutôt tournées vers l'hôtel à l'époque, et d'essayer de les adapter au monde des locations de vacances. Facile, pas facile. Des succès, des échecs, parce que c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, parce qu'on dit toujours, oh là là, les plateformes, c'est des méchants. Évidemment, moi, j'étais propriétaire, donc je suis un peu entré en disant, mais qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Et pouvoir voir ça de l'intérieur, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, il y a des fois, on se dit, mais ils comprennent vraiment pas l'industrie, et des fois, on se dit, mais si, ils comprennent. Simplement, ça part de tellement loin pour l'outil, où il faut tellement finalement créer quelque chose pour le monde entier, que c'est vraiment compliqué parfois de s'adapter, par exemple, je sais pas moi, à la TVA française, à la collecte de données française. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, bien sûr, j'ai toujours gardé mon esprit français très critique à l'intérieur, mais au mieux en faire progresser les choses. Mais voilà, j'ai cette perspective-là, un peu finalement tech, que m'a apporté Booking. Et puis la troisième chose, aujourd'hui, je suis chez Rental Scale Up, donc j'ai créé Rental Scale Up. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait 2 choses. Premièrement, c'est un média et on donne des informations sur les activités du marché, par exemple, les chiffres, qu'est-ce qui se passe. C'est ça que je vais pouvoir en parler dans quelques instants. On parle également des grandes plateformes. Que fait Airbnb? Airbnb, par exemple, vient de lancer 103 nouvelles mises à jour sur leur site. Alors, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une review de tout ça en disant, voilà, ça c'est bien, ça c'est super. Parmi les 103, il y a une nouveauté sortie par Airbnb qui est, et je suis sûr que c'est vrai, qui est à un moment, vous voyez la photo du fondateur d'Airbnb avec un chien, et ça fait partie des 103 nouveautés. Donc, c'est pas forcément une nouveauté. Ah oui, j'aime beaucoup les chiens, mais c'est pas forcément une nouveauté incroyable. Donc vraiment, j'essaie toujours un peu de décrypter les choses, voir qu'est-ce qui est super, qu'est-ce qui est moins bien. Et puis la troisième chose, c'est je parle beaucoup de techno, de nouvelles technologies, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Rental Scale Up aussi, la bonne nouvelle, c'est que c'est en anglais pour l'instant, et pour la fin juin, on se lance en français avec les meilleurs articles. Voilà. Donc, il faudra que je trouve un moyen de faire connaître le mot Rental Scale Up. C'est pas le mot le plus évident comme marque, même que je dis en anglais, il est à moitié en français. Quand je dis en français, c'est l'accent anglais, mais on va réussir. Et donc, Rental Scale Up, comme je l'ai dit, on analyse beaucoup les tendances du marché. Et ce qu'on voit sur le marché français en ce moment, en fait, là, on vient juste sortir hier une analyse. On a pris les données de Airbnb, les vraies données de Booking pour cet été 2021 d'Airbnb. On a croisé ça avec des données aussi de Transparent. Transparent, c'est une société qui donne des données sur les marchés, qui d'ailleurs a été cofondée par quelqu'un qui est français. Et on a regardé ce qui se passe. Et les tendances, c'est quoi? On l'a tous vu, en fait, jusqu'à récemment, les bookings, c'était surtout des bookings, on va dire, de Français. Et en plus, la demande domestique française s'était effondrée en avril. Forcément, avec tout ce qui a été interdiction de voyager. Plus du kilomètre de chez soi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le marché français en Europe, c'est le marché qui va bien. C'est-à-dire que l'Europe, si je me place il y a un mois, début mai, l'Europe était à moins 38% de booking hebdomadaire par rapport à 2019. Je
je parle pas de 2020, parce que 2020, c'était vraiment, bon, on va aussi l'oublier, mais par rapport à une année, on va dire, normale, on était à moins 38%. Pendant ce temps, les États-Unis étaient déjà entre plus 5 et plus 20%. Et ça, bien sûr, on compte, notamment pour les États-Unis, des grandes villes comme New York, Chicago, où il n'y a rien comme booking. Donc, ça veut dire que dans les marchés vraiment de location de vacances, la mer, la montagne, la campagne, on est vraiment dans des chiffres de proportions énormes. Donc là, on était vraiment très, très bas. Et la France, en revanche, alors que l'Europe était à moins 38%, nous, on était à moins 6%. Donc, c'est par rapport à 2019. Pas terrible, mais c'est par rapport à moins 60% en Espagne. On voit vraiment la différence qu'il peut y avoir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pour Show Stay Week de différencier aussi les pays, parce que, par exemple, on n'a pas vécu la même chose. Les situations de cash flow n'est pas facile en France, mais c'est dramatique pour certains en Espagne. Chez Christophe peut en parler un peu plus de ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que ça reprend. C'est-à-dire que là, à la fin mai, les recherches dans l'Union européenne, des pays européens, les gens qui sont des habitants de l'Union européenne qui cherchent à voyager en dehors de l'Europe, en dehors de leur pays, pardon, donc interfrontières, les recherches actuellement sur Airbnb sont le plus haut qu'il y ait jamais eu, plus haut que 2019. Donc, il y a un gros appétit de voyager. Les Allemands, les Belges. Donc, si c'est votre clientèle traditionnelle, ça, c'est super. Ils arrivent. Donc, ça va prendre le relais. Notamment pour l'Espagne, ça va forcément beaucoup aider, mais également pour les gens qui ont cette clientèle traditionnelle-là. Puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même un changement des bookings. C'est-à-dire qu'on savait que les familles allaient voyager. On savait que ça serait pas les villes. On savait que ce serait les plus grands endroits. Mais ça se vérifie. C'est-à-dire, par exemple, les locations de vacances qui peuvent accueillir plus de 5 ou plus 5 voyageurs, elles ont bondi de 24 points en part de marché chez Airbnb. C'est-à-dire que 53% des nuitées vendues chez Airbnb, c'est des grandes maisons, comme ça. 45% de ce qui est vendu chez Airbnb pour cet été, c'est des logements campagne. Donc, bien sûr, faut toujours se méfier parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est des données du mois de mai, dont je parle là, à fin mai. Les bookings de juin, juillet vont peut-être être différents. Peut-être que les gens qui voyagent avec une grande famille sont organisés et bookent plutôt les grandes propriétés, comme on le sait. Et donc, il reste à la fin que les plus petites. Mais en gros, les petits appartements à Paris, c'est pas forcément ce qui book très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a potentiellement ces données qui sont grandes. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas exister. Airbnb le pointe dans ces données. Il y a quand même des demandes qui existent. Les longs séjours, par exemple, ça existe. C'est 14% des nuitées vendues chez Airbnb. En France, c'est des longs séjours. Donc voilà, donc ça, c'est un peu les données sur le marché. Donc voilà, on voit que ça remonte. Nos voisins européens vont arriver. Ils cherchent. Donc, il faut vraiment être prêt. Et je pense qu'on le voit déjà dans les données. Il y a quand même un shift, un changement assez fort. Et c'est vrai que c'est comme toujours très dur pour Paris, par exemple. Et les grandes villes en général, je pense que c'est voilà, les gens ont besoin d'espace et de plus de verdure que d'être en milieu urbain. Voilà, exactement. Et ce dont je voudrais parler en novembre, c'est vraiment s'appuyant sur des données et s'appuyant aussi sur mon expérience. Je pourrais parler, par exemple, de deux grands sujets. Le premier sujet pour lequel je voudrais parler, c'est le problème du démarrage à froid. Alors, qu'est-ce que c'est que le démarrage à froid? C'est en gros, imaginez que vous avez une agence, vous êtes une conciergerie, vous avez plusieurs nouvelles propriétés que vous avez réussi à acquérir. Il faut les lister sur les sites, les grandes plateformes comme Airbnb, Abritel ou Booking. Or, quand on commence à lister une propriété, en général, elle n'a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires clients. Donc, en gros, elle ne va pas avoir la visibilité qu'ont vos autres propriétés, surtout que les concurrents. Et donc, j'expliquerai comment ça marche, comment les plateformes fonctionnent. C'est-à-dire qu'en général, sur les grandes plateformes, il faut pas seulement avoir un commentaire, mais au minimum 3 pour commencer à avoir le petit badge avec le commentaire moyen, la note moyenne, qui fait que vous allez remonter dans les classements, remonter dans les algorithmes. Et pourtant, c'est un cercle vicieux. Si j'ai pas de score, les gens n'ont pas confiance. S'ils n'ont pas confiance, ils ne bookent pas. Et s'ils ne bookent pas, je n'ai pas mon commentaire. Donc, j'expliquerai comment ça marche derrière la machine et comment Airbnb, Booking et Abritel ont mis en place des astuces pour démarrer plus rapidement. Donc, comme le démarrage à froid. Puis, le deuxième sujet dont je parlerai, ça va être d'Instagram. Alors, Instagram, on a essayé, ça ne marche pas. Ok, je parlerai un peu de mon expérience avec la Covid, c'est-à-dire que mes propriétaires à Saint-Barthélemy, on a vraiment
un peu pas par hasard, mais on a eu toujours un compte assez important. C'est-à-dire qu'on a 15 000 followers à Saint-Barthélemy parce qu'on a investi assez tôt dans Instagram. Mais on s'est aperçu que c'était un outil incroyable pour devancer les grosses agences ou les grands hôtels devant nous. C'est-à-dire qu'on était très réactifs, toujours présents. On n'a pas hésité à parler, par exemple, des sujets qui fâchent. Oui, l'île très longtemps est fermée. Je veux me dire qu'officiellement, Saint-Barth est fermé, mais officieusement, il y a un moyen de rentrer si vous êtes vacciné. Donc, c'est la France, il y a une loi, mais il y a une façon de passer autour. Donc, on explique un peu ça. Mais donc, ce qu'on a vu avec Instagram, on a vu qu'on a réussi en fait à augmenter le nombre de followers, à aider les gens et surtout à transférer ces gens-là en prospects, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits à notre newsletter qu'on peut transformer derrière. Donc, j'expliquerai un peu comment on fait ça. Donc, le but, c'est pas forcément avoir un gros compte Instagram, c'est pas du tout le but en fait. Le but, c'est avoir l'air d'être une source reconnue, que les gens vous fassent confiance et attirer ces gens-là qui peut-être réservent de vos concurrents, les attirer dans votre liste à vous. Donc voilà, globalement, ce dont on parlera en novembre. Et merci à nouveau de votre attention. Et donc oui, probablement plein de petites choses qu'on peut prendre tout de suite pour ensuite les réappliquer. Moi, je tenais à te remercier parce qu'effectivement, j'avais assisté à une de tes conférences il y a quelques années. Je ne sais plus si c'était celle de Barcelone ou à l'époque, et pour le coup, on n'en parlait pas beaucoup. Tu nous avais parlé du pixel Facebook. Et je dois dire qu'à l'époque, ça avait effectivement fait tilt et je l'avais mise en application derrière. Et voilà, c'était très intéressant. Donc, je te remercie voilà, je suis sûre que voilà, tes présentations, mais qui seraient peut-être quasi des ateliers, seront probablement très intéressantes pour nos auditeurs. Super. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Alors, notre prochaine personne, Marie, je vais présenter la prochaine. Oui, je t'en prie. Voilà, on a maintenant Séverine qui va nous joindre. Bienvenue, Séverine. Bonjour. Oui, je vais vous donner la parole d'expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et notre avenir de ce métier dans les périodes très bizarres. Absolument. Bonjour, bonjour Gaëlle, bonjour Marie, bonjour tout le monde. Première chose, merci d'avoir organisé ça. En fait, c'est très intéressant et surtout pour le secteur. En fait, comme Marie disait, en fait, ça n'a jamais été organisé, surtout en français. Donc, c'est vraiment une superbe initiative. Je suis en fait executive coach pour leadership. Et aussi, je suis consultante en fait innovation et développement commercial avec une spécialisation en technologie et hospitality, tourism and travel. Donc, j'utiliserai pas mal d'anglicismes parce que je suis basée en Angleterre. Donc, comment je suis arrivée dans le secteur et surtout dans le secteur de la location saisonnière. Alors, en fait, j'ai commencé il y a environ 8 ans de ça, maintenant, 8 ans et demi de ça, quand j'ai commencé en fait à travailler avec Maxton, qui est en fait une entreprise de logiciels pour de gestion intégrée en fait pour le secteur, la location saisonnière et hôtellerie de plein air. Et dans ce rôle, en fait, disons, j'ai vraiment développé un amour aussi pour le secteur. Alors, dans le sens que vraiment, en fait, je l'avais même quand j'étais jeune parce que je suis aussi sommelier, j'ai beaucoup d'autres intérêts. Mais le secteur, certainement, vacances, tourisme et hôtellerie a quelque chose de très, très, très spécial, à mon avis. Et on a vu aussi les résultats de ça dans le fait que ce qui a été, en fait, les blocs, en fait, dans notre liberté personnelle ont eu quand même des effets non seulement financiers, mais aussi du point de vue mental, par exemple dans les villes, pour les personnes qui n'arrivaient pas à sortir. Donc, sur moi, en fait. Alors, là, ce qui est, en fait, le service du point de vue de ce que j'offre, c'est vraiment créer une culture d'innovation. Okay? Parce que ce qui est très, très important pour tout business, pour tout résultat commercial, en fait, est réussir vraiment à avoir une équipe qui fonctionne. Et donc, leadership est super importante du point de vue de résultat, en fait, commercial.
Donc ça c'est exactement ce que je fais. Alors je travaille avec des startups en technologie, je travaille aussi avec des entreprises dans le secteur et je travaille avec des associations. Alors, et je suis aussi écrivaine. Alors pendant Covid, en fait, on a vu, il y a eu effectivement des gros, disons, problèmes qui ont été, qu'ils ont éclaté du point de vue de noter que vraiment personne n'était préparé pour quelque chose qui était une pandémie en fait. Donc personne n'était préparé ni du point de vue personnel, les gouvernements n'étaient pas préparés, les business n'étaient pas préparés, le secteur n'était pas préparé. Et on a vu maintenant, il y a un mot que beaucoup de personnes en fait utilisent et c'est résilience. En fait, j'ai publié un livre qui est Personal Resilience, qui est publié en anglais, que j'ai écrit en collaboration en fait avec un des experts mondiaux en tourism safety, c'est-à-dire un tourisme qui est sauf et sûr, donc la sûreté du tourisme, parce que c'est très important. On a vu ça parce que les contacts humains doivent être dans un sens contrôlés aussi, mais aussi pour comprendre que beaucoup des effets qu'on a eu en fait, c'était simplement qu'il n'y avait pas eu de planning. Et quand on voit vraiment du point de vue business aussi, c'est pour ça que de mon point de vue, j'ai analysé tout ça du point de vue de executive leadership et aussi du point de vue d'innovation. En fait, c'est extrêmement important d'accepter en fait quelles sont les diversités et les partages du point de vue d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui crée en fait les résultats commerciaux. Parce que même du point de vue de l'adaptation au marché, par exemple, d'un produit ou d'un service, il faut en fait donner au marché ce que le marché veut. Et on voit par exemple avec la location saisonnière, les personnes veulent la location saisonnière. Donc, c'est quelque chose qui est demandé par le marché et qui est autre chose qu'un hôtel. Donc, c'est vraiment un produit qui est spécifique et qui tout le monde peut utiliser. Et un jour, quelqu'un peut aller en fait à un hôtel et l'autre jour, elle peut aller dans une location saisonnière ou alors camper. Je veux dire, un choix ne va pas exclure l'autre. Donc, il y a vraiment l'espace pour tout le monde. Donc, pour moi, la vision du point de vue du secteur, c'est vraiment augmenter la résilience. On a vu, il y a aussi beaucoup de fonds en fait qui sont mis à disposition du point de vue de la communauté européenne aussi, pour vraiment aider ce qui est la résilience des business et des personnes. Donc, pour créer quelque chose de différent, un secteur qui est plus résilient et en fait qui arrive à rester debout sur lui-même. Donc, moi, c'est ce que je vais offrir en fait au Short Stay. C'est ma spécialisation du point de vue de résilience et du point de vue de ce que j'expliquais en fait, parce que c'est applicable du point de vue business ou c'est applicable du point de vue gouvernement ou de point de vue de secteur ou du point de vue personnel, parce que c'est exactement la même chose. Quand on parle de leadership, c'est le leadership aussi personnel qui peut être après appliqué dans une entreprise. Donc, mon focus sera exactement sur ça, simplement parce qu'il y a aussi un grand besoin en ce moment. En Angleterre, il y a ce mot qui est Build Back Better, que ça veut dire reconstruire mieux, et c'est exactement ça. Alors, ça fait déjà environ quasiment 8 mois en fait que je travaille sur ce projet aussi, qui est un projet collaboratif avec des autres consultants et des universités en Europe, qui est un projet d'éducation qui s'appelle Regenerating Tourism, qui est le concept de régénération en fait, un concept très adapté pour l'industrie de tourisme et travel en général, simplement parce que ça veut dire exactement ça, ça veut dire reconstruire, mais reconstruire d'une manière aussi qui veut dire aller adresser les problèmes qu'il y avait avant, donc aller créer plus de bien-être pour les personnes, de bien-être financier et avoir en fait maintenir tout ce qui est cette belle diversité qu'il y a dans le secteur.
Pour toi, voilà. c'est vrai, excuse-moi de te couper un petit peu, parce que c'est vrai qu'on pourrait t'entendre. Je sais que tu es passionné par tout ce que tu fais. Tu fais plein de choses aussi. Absolument. Tu as un peu multi-projets. Donc, juste pour préciser aux gens qui nous suivent, c'est effectivement, tu vas faire des sessions qui vont être aussi bien en anglais, en italien et en français, plutôt en format atelier, notamment sur la résilience et aussi un petit peu sur le personal branding, donc la Absolument. promotion, la self-promotion pour notamment les chefs d'entreprise, mais pas l'idée, c'est pas de juste dire voilà comment bien apparaître sur LinkedIn, mais d'autres aspects qui permettent de valoriser les. Oui, alors le concept du personal branding, juste comme ça, très, très en bref, ça vient du concept en fait d'avoir un CVO, un Chief Vision Officer, plutôt qu'un CEO, ok, dans une organisation. Alors, ce qui veut dire que le personal branding est un sens de mission et de vision envers le marché, envers le client. Et quand on a vraiment ça, c'est-à-dire quand on est à l'écoute, et je parle à l'écoute, alors là, on est capable et on est à l'écoute en ce fait du marché, mais par conséquence, on est à l'écoute aussi des personnes qui travaillent avec nous ou pour nous. Alors là, nous créons l'innovation. Donc, le concept de personal branding est vraiment très important parce que nous sommes certainement dans l'ère de l'information et dans l'ère du visuel. Donc, c'est très, très important de se présenter, mais c'est très important de se présenter d'une manière, disons, authentique de mission et de vision envers surtout les clients parce que nous avons tous un travail à faire. Donc, ça, c'est… Merci beaucoup, Séverine. Ça va être effectivement passionnant de voir tout ça et merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On va donner la parole notamment à Christian, s'il est toujours disponible. Oui, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, président de Clé Vacances. Je vais vous laisser faire la présentation et donc nous dire un petit peu les sujets qui seront abordés effectivement en novembre et aussi effectivement Clé Vacances avec en plus un outil digital qui est important. Je pense que vous avez peut-être quelques données sur un petit peu comment l'été se prépare. Oui, alors bonjour à tous. Je suis président de Clé Vacances depuis 2017 et aussi je préside la SAS DigiVacances qui commercialise les hébergements Clé Vacances et développe une solution numérique digitale. Mais avant tout, je suis propriétaire. Je suis propriétaire depuis 2009 et auparavant, j'ai une carrière d'agent général d'assurance que j'ai arrêtée en 2010 pour épouser cette belle profession et cette activité de tourisme. Alors, j'ai développé des hébergements et des meublés de tourisme et de fil en aiguille, je suis arrivé dans la gouvernance de Clé Vacances et j'ai œuvré dans Clé Vacances jusqu'à ce jour. Donc voilà, simplement 2 mots sur la présentation du label. Clé Vacances est né en 95 par la fusion de 3 labels régionaux. Clé Vacances, c'est 10 000 hébergeurs et à peu près 15 000 hébergements. Et nous avons 65 structures territoriales, soit régionales, soit départementales. Et une particularité, puisque nous avons à peu près une centaine d'animateurs qualité dans les territoires qui accompagnent les hébergeurs adhérents et les porteurs de projets quand ils viennent vers nous pour se labelliser. Alors, c'est important. Nos hébergements, quels sont-ils? Ce sont des meublés de tourisme, des gîtes, des chambres d'hôtes et aussi des insolites, mais maintenant aussi des résidences de vacances. Et quel type de clients, entre guillemets, ou d'adhérents nous traitons? Alors, historiquement, on traitait des adhérents particuliers, des propriétaires indépendants, et particuliers en tout cas. Et maintenant, nous adressons de plus en plus souvent à des professionnels, alors soit des agences immobilières, soit des stations de ski, et soit maintenant des conciergeries. Et on travaille beaucoup, évidemment sur notre solution numérique, mais je vous en parlerai tout à l'heure, mais sur notre stratégie pour aller peut-être chez des professionnels ou des administrateurs de biens, peut-être créer des synergies pour peut-être faire du tourisme différemment, parce que le label que je représente, qui est le 2e label national très généraliste, peut-être contrairement à Gîtes de France, a une approche
un ancrage très territorial et très, très humain avec des valeurs fortes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de pandémie, mais on a vu à quel point les propriétaires, voire les professionnels, avaient besoin d'une approche totalement humaine et d'un accompagnement quotidien ou quasi quotidien, d'ailleurs que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et là, pour le coup, on se retrouvait dans une grande plus-value du label. On parle souvent d'humain, mais là, c'était terriblement important de pouvoir accompagner ces gens. Et je crois qu'on a beaucoup appris et on apprend beaucoup. Et ça crée des opportunités pour faire du tourisme bien différent. Alors, du tourisme, évidemment, avec de la commercialisation de masse, mais peut-être, il y a peut-être quelque chose dans cette pandémie ou dans cette crise sans précédent qui peut jaillir. Donc voilà, notre mission, quelle est-elle? Alors, le label, l'accompagnement des propriétaires, je vous en ai parlé, mais on fait de la qualification de l'offre au sens large, puisqu'on intervient sur le label, mais on est aussi, Clé Vacances France, et je l'ai souhaité moi en 2017, accrédité et agréé pour le classement des meublés de tourisme, parce qu'il y a des impacts fiscaux, notamment sur les abattements fiscaux et sur la minoration du taux de taxe de séjour. Alors, toutes nos structures, ou quasiment toutes en France, alors Clé Vacances France bien sûr, sont agréées pour le classement des meublés de tourisme. Et outre la labellisation et l'accompagnement qu'on puisse amener à nos adhérents, d'ailleurs privés ou particuliers ou professionnels, on peut leur apporter aussi une approche totalement fiscale, puisque là, il y a des abattements fiscaux et puis une approche fiscale qui est particulière. Donc là, excusez-moi de vous couper, donc les thématiques, notamment à destination, parce que c'est vrai qu'on aura probablement beaucoup de gestionnaires de biens lors de cette semaine de la location saisonnière, peut-être moins de particuliers, mais nous verrons. Vous allez plutôt effectivement orienter sur l'intérêt de labelliser pour un gestionnaire, l'intérêt de labelliser ses biens, intérêt peut-être en termes de communication et après de fiscalité ou de taxe de séjour. Donc là, ça peut jouer pour le propriétaire ou pour les gestionnaires. En premier lieu, tout est lié. C'est aujourd'hui finalement un enjeu qu'on a ou un challenge qu'on a chez Clé Vacances, puisque moi je suis là depuis quelques années, c'est de faire entrer un label dans la visibilité et dans la notoriété à travers un label dynamique, mais qui puisse accompagner les hébergeurs et qui puisse accompagner les professionnels sur des axes de différenciation. Et finalement, amener le propriétaire ou le prestataire et le voyageur autour d'un contrat et en tout cas d'une reconnaissance et en tout cas d'une démarche qualité et d'une garantie de séjour. Alors, il faut du contenu, il faut de l'accompagnement, il faut du service, des partenariats nationaux. Tout à l'heure, Landry parlait d'assurance et d'assurance annulation, mais à travers de simples petits exemples comme ça, mais juste un exemple, on a pu négocier, mettre en place des contrats où le locataire était remboursé, le voyageur, et aussi le propriétaire sur le solde non perçu. Alors, si vous louez, vous, hébergeur ou professionnel, 3 semaines en haute saison, et que le vendredi, le contrat saute, eh ben, c'est 3 semaines où peut-être vous allez louer que 15 jours, etc. Et nous, par la parfaite connaissance, puisque moi, je suis avant tout propriétaire, et toutes les structures, les 65 structures qu'on a en France, sont gérées par des propriétaires en conseil d'administration. Finalement, l'évaluation des besoins, on l'a. Et dans les partenariats qu'on va travailler, on recherche à optimiser les besoins et en tout cas la sécurité aussi pour les voyageurs. Je dirais l'énorme challenge, c'est de le faire savoir. C'est notre principale difficulté, évidemment, avec les moyens dont nous avons. Et je parle aussi de services, parce qu'on en a d'autres, évidemment, type centrale d'achat, des matelas, des choses comme ça. Mais ça, après, on aura le temps de faire la promotion dans les prochaines semaines. Je veux dire aussi, on a mis, outre les services et l'accompagnement, on a développé 100% une solution numérique avec un web planning moteur de réservation et toute la connectivité. Pour s'adapter aux professionnels français, oui, tout à fait. Alors, aux professionnels français, aux particuliers, avec une gestion très fine des tarifs et une connectivité pour pouvoir brancher de la distribution, qu'elle soit plateforme, qu'elle soit comité d'entreprise avec des paiements type chèque vacances, et qu'on puisse ouvrir, ou même avec des partenaires professionnels pour faire de la connectivité et de la gestion des flux sur des informations froides type descriptif photo ou des informations chaudes type réservation. Et ça, c'est terriblement important. Et puis après, tout l'enjeu de la distribution.
Alors, on travaille aussi évidemment sur la location directe pour nos hébergeurs et nos prestataires et nos professionnels, sur du planning partagé avec de la réservation en ligne, et on a déployé tout un tas de services à travers ce que moi j'appelle un train numérique et digital qui va nous permettre de voyager. Donc il y a des sujets, il y a plein de sujets à développer pour les particuliers et les professionnels, et des challenges à relever, et beaucoup de challenges à relever. Merci beaucoup. Et Merci. puis à très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur tous ces sujets de la labellisation qui deviennent très très importants pour les professionnels, je crois. Merci à vous et félicitations pour l'initiative. Merci. Christian. À toi, Gail. À moi, oui. La prochaine personne, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui aussi fait partie de notre SPLM. Alors, Fabiano, bienvenue. C'est un plaisir d'avoir vous sur l'appel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de la tendance sur le marché? Qu'est-ce que vous pensez et quoi vous voulez parler? Quel thème que vous avez en novembre? Tout à fait. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai eu quelques soucis techniques. Donc, j'espère que vous m'entendez. À part ça, donc, je me présente. Donc, je m'appelle Fabiano Testa. J'ai suivi et piloté des transactions immobilières pour des investisseurs plutôt italiens qui allaient au démarrage venir vers Paris. Par la suite, on les a amenés à Berlin, à Londres, dans d'autres villes. Et pour rentabiliser ces achats avant de les revendre ou pour les garder, on a commencé à faire de la location meublée de différents styles. Donc, on a commencé par le moyen terme, après on a repris du court terme, et selon les pays, selon les destinations, Berlin, Paris, Milan, on a fait différemment. Donc, cette expérience nous a permis d'être transmétier, d'être à cheval sur plusieurs métiers. Donc, on n'est pas forcément les spécialistes d'aucun, mais on est capable d'en faire plusieurs. Et ça nous a amené à avoir des points hauts et des points bas selon les situations de marché ou selon les situations législatives. Et ce qui, je pense, pourrait être intéressant d'aborder, bon, bien sûr, en collant l'actualité qui en novembre, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que ça va être, mais espérons qu'on sera sorti du tunnel et de la partie au moins sanitaire de Covid. L'idée, c'est donner des idées sur comment s'appuyer sur les autres professions contiguës au court terme pour pouvoir réagir à la crise selon le lieu ou selon les marchés dans lesquels on se trouve, parce que logiquement, aujourd'hui, si vous êtes à Paris, Londres, Milan ou Berlin, vous avez eu des problèmes différents que si vous étiez en Provence. D'ailleurs, peut-être certains qui ont été dans des petites villes, ils ont plutôt gagné à partir de la crise que perdu. Et à ça s'ajoutent des problématiques législatives qu'on connaît bien en France. Donc, du coup, les réponses sont différentes, mais l'idée, c'est de dire, par exemple, alors certains de nos confrères, donc probablement de l'auditoire, sont sous des professions immobilières généralistes. Je veux dire, ils sont en immobilier, certains ils s'estiment presque plus des opérateurs touristiques et ne font pas d'opérations immobilières, par exemple, ne font pas du moyen terme. Donc, par exemple, si on parle de pouvoir diversifier sur la partie transaction ou location moyen terme et tout ça, ça peut donner des points de réflexion à quelqu'un qui arrive plutôt de la partie tourisme et comment on peut interpréter ce type de profession sans besoin d'être forcément, sans forcément laisser partir les courts termes pour faire que de la transaction. Il y a des outils pour lesquels vous pouvez continuer à opérer court terme, mais en faisant quelques transactions d'achat-vente ou comment utiliser son relationnel à l'international parce qu'on a des clients peut-être à l'international pour faire des échanges avec d'autres collègues et du coup diversifier les volumes d'affaires afin que la prochaine, espérons non, mais la prochaine crise qui touchera un de vos métiers, vous aurez une autre patte sur laquelle vous appuyer.
Très bien. J'espère que vous Merci, m'avez entendu. merci beaucoup. Oui, on a bien tout entendu. Effectivement, c'est vrai que toi, tu vas plus parler sur toute la partie diversification malgré la situation pour justement pas perdre, voilà, et pouvoir balancer un petit peu son chiffre d'affaires. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Fabiano. Merci à vous de l'initiative. Merci beaucoup. Très bien. Alors, voilà, apparemment, Sébastien Grosjean est disponible. On a eu quelques soucis techniques. Il devait au départ être le premier sur la liste. Et je le remercie d'avoir patienté. On va voir s'il arrive. Ah. Hop, c'est reparti. Je pense que Sébastien ne devrait pas tarder. Ah, c'était très intéressant, toutes les choses que tout le monde ils ont Exactement. parlé de. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, excuse-nous, effectivement, il y a eu quelques petits bugs techniques qui n'étaient pas forcément prévus au programme. On est ravis que tu aies pu nous rejoindre sur le. Voilà. Tu n'as peut-être pas vu tout le début. Je ne sais pas si tu as pu suivre un petit peu sur YouTube le début, mais effectivement, voilà, les questions, c'est que tu te présentes, que tu présentes un peu tes activités, parce que je sais que tu es un peu voilà, multi-casquette, ce que font tes sociétés ou toi-même, justement, dans l'industrie de la location saisonnière. Les sujets, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'intéressent, notamment pour en parler en novembre. Et après, en fonction justement de selon tes différentes activités, si tu ressens un petit peu quelques frémissements justement en cette période de pré-estivale concernant effectivement la future saison. Je sais que toi, par ailleurs, tu es aussi beaucoup en contact avec les property managers. Donc peut-être que tu as des choses à nous dire par rapport justement à leur façon d'envisager la suite. Oui, très bien. Merci beaucoup Marie pour cette première présentation et merci tout le monde donc d'être là aujourd'hui, d'écouter ou de regarder en rediffusion. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu une introduction et aussi donc ce que je prévois de parler donc en novembre, mais essayer de donner aussi quelques astuces déjà ou quelques visions de marché perçues aujourd'hui, surtout en France, vu que 50% de notre activité est en France. Je vais vous en donner un peu plus sur cette activité en question. Donc pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi maintenant. Donc mon nom c'est Sébastien Grosjean. Donc moi je suis tombé dans la marmite il y a très longtemps, à savoir mes parents font de la location de meublés depuis plus de 30 ans. J'ai 37 ans de mon côté, donc voilà, très jeune, j'étais à donner des clés à des voyageurs, donc ce qui m'a permis de comprendre un peu ce milieu depuis finalement très longtemps. Suite à ça, j'ai aussi fait de la gestion de mon côté en reprenant une partie de l'activité familiale d'une quinzaine d'années. Donc il s'agit d'un parc familial qui a des propriétés dans les Hautes-Alpes, en Provence, mais aussi sur une activité en Grèce. Donc moi, je les ai rejoints sur cette activité en Grèce, pris la succession, étendu cette activité et allé jusqu'à créer un portail sur l'île parce qu'il y avait trop de dépendance de HomeAway, donc fallait essayer de contrôler un petit peu tout ça. Donc voilà, donc pas mal d'activités dans ce secteur-là. En parallèle, donc parce qu'il y a 3 axes majeurs. Donc le premier, c'est une connaissance métier en tant que propriétaire, loueur et manager, sachant que dans l'activité familiale, on fait aussi de la construction, donc ça part vraiment du choix du terrain jusqu'à la création de la propriété, la mise en location, et s'assurer que les clients reviennent, bien sûr, parce qu'ils sont contents. Le deuxième axe, c'est l'axe voyageur. J'ai la chance d'avoir une qualité de vie extraordinaire, à savoir de pouvoir voyager plus de 6 mois par an, ce que j'ai fait depuis une quinzaine d'années. Donc en parallèle de cette activité de location qui était en Grèce pendant l'été, voyage d'hiver, différentes activités aussi qui sont toutes à distance. Donc voilà, ça permet de joindre l'utile et l'agréable, et donc ça me permet d'avoir rencontré au travers du business et du loisir des centaines, voire à ce stade peut-être des milliers de propriétaires et d'agences, pour être au contact vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est d'être d'un côté comme de l'autre et d'essayer d'apporter des solutions pour ça. Ce qui nous amène à la troisième chose, c'est que depuis tout petit, finalement, j'ai une passion pour l'innovation, pour créer des outils qui simplifient la vie des gens, qui leur rendent la vie finalement plus souriante. Ça explique peut-être ce qu'on voit marqué sur mon t-shirt, smiley, ce qui veut dire souriant en anglais. Et qui est aussi l'un des noms de nos outils. Donc aujourd'hui, on a aussi 2 outils techniques au-delà de ces activités de location meublée, qui sont BookingSync pour
plus les agences, donc on va dire de 10 à plusieurs milliers de propriétés. On a des clients comme Guest Ready, Smart Renting, Wellkeys, Fly, Housed, donc qui vont dans certains cas à plus de 5000 propriétés, mais aussi des plus petites agences à 10-20 propriétés. Et la solution Smiley, qui là est pour les particuliers, qui est vraiment basée sur le fait que un propriétaire, il n'y a aucune raison de perdre son temps ou de gaspiller son temps à gérer des réservations et des problèmes de connectivité entre différents canaux de réservation ou de messagerie, d'aller se connecter sur 36 interfaces. C'est vraiment un endroit pour tout faire. Et l'idée, c'est que vous puissiez consacrer votre temps à sourire aux voyageurs, leur fournir une expérience des plus relaxantes et agréables possibles pour que finalement tout le monde soit content au bout du compte. Finalement, il n'y a pas de raison que ce soit un métier stressant. On peut le faire de façon agréable et tout le monde y gagne. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Voilà, désolé, c'était un petit peu long, mais ça permet de mettre dans le contexte. Pour vous une idée aussi au sens un peu chiffré, donc au travers de ces différents outils, on a généré pour nos clients plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça commence à faire un volume assez présent. En 2019, on a été nommé le partenaire de la location de vacances dans le top 3 avec Airbnb. Cette année, le meilleur partenaire global avec Booking.com. Dans le top 10 avec Expedia, Vrbo. Donc voilà, il y a une certaine présence et un certain retour d'expérience aussi par le volume de propriétaires, d'agences et de propriétés finalement qui nous font confiance sur cette partie autant technologique que conseil. Donc les sujets dont j'aimerais parler principalement donc sur la Short Stay Week et un petit peu aujourd'hui, c'est déjà sur la partie distribution, parce que c'est un axe qui est pas forcément toujours bien compris ou bien exploité. On veut s'en servir des fois en prenant qu'un channel parce que c'est plus simple, mais il y a des risques qui vont avec. Quand on veut en prendre plus, comment faire pour arriver à le faire bien? Parce que très rapidement, on peut se retrouver comme Jenny, une propriétaire que j'ai croisée à Bali il y a de ça 8 ans, qui se retrouvait à se réveiller toutes les 2-3 heures chaque nuit parce qu'elle s'était rendu compte que sinon, ça pouvait créer en tout cas des doubles réservations. Mais dans quel cas, les frais de relocation étaient à sa charge et les voyageurs étaient vraiment pas contents non plus. Donc la qualité de vie là, c'est pas la même. Quand tu as toute la haute saison où on dort pas, ça marche pas bien. Donc il y a des solutions pour régler ça, clairement. Et après, savoir quels sont les avantages et les forces de ces canaux. Ils sont pas tous sur les mêmes audiences, donc c'est intéressant de pouvoir mixer. Toutes les propriétés sont pas forcément bonnes à être partout, mais aussi de savoir que voilà, il y a des axes de vente qui sont très très forts avec ces partenaires. Par contre, il n'y a pas de propriété du fichier client, il n'y a pas de propriété des avis, il n'y a pas vraiment de contrôle des conditions d'annulation. Elles peuvent être forcées en dernière minute, comme on a vu pendant la crise du Covid en 2020. Donc, il y a des choses à connaître. Et ce qui m'amène sur l'axe suivant que j'aimerais parler, donc sur ces 2 gros piliers, j'en ramènerai peut-être un complémentaire, mais qui est aussi la réservation en direct. Et donc, comment arriver à trouver un équilibre avec ces 2 axes. Donc, la réservation en direct, déjà, commencer par la définir. Donc, j'aimerais vous proposer ma définition aujourd'hui. Après, à chacun de l'adapter à ses souhaits. On t'entend moins bien. Gaëlle, tu as le même souci que moi. On n'entend plus. On t'entend plus. Ah, vous m'entendez plus. Ah oui, voilà. Non, tu allais donner la définition du booking en direct et là, à ce moment-là, on n'a plus de son. Je pense que pour les auditeurs, ça va être compliqué. Je vais recommencer alors, parce que pour le coup, il y en a une, c'est pas juste du mimétisme. Donc, la réservation en direct, c'est une réservation sur laquelle on a plus de contrôle, à savoir du contrôle sur les conditions, que ce soit conditions d'annulation, mais aussi les conditions, les termes donc de contrat. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi dans la propriété et en cas de problème, comment ça s'applique. Donc, les garanties et ainsi de suite. Donc, ce qui est caution. Après, il y a aussi toute la partie de paiement. Est-ce que le paiement, on oblige à ce que ce soit fait en une fois, en plusieurs fois? Si oui, quand et comment? À quel moment on récupère cet argent? Est-ce qu'on peut le récupérer tout de suite ou que 24 heures après? Chose qu'on n'a pas forcément avec un canal. Mais il y a aussi, et encore plus important, la propriété du fichier client, à savoir que cette relation avec le voyageur, c'est quelque chose qui nous est direct, sur lequel on peut continuer cet échange. Un des axes primordiaux d'un business,
c'est d'arriver à conserver le client et à travailler plus longtemps ensemble. Le but, c'est que le client soit content. Donc, tant qu'à faire, essayons de rester en direct derrière. Tout le monde y gagne aussi en termes de rentabilité parce qu'on enlève les frais qui peuvent se passer par un OTA ou d'autres acteurs. Donc, ce fichier client est extrêmement important. Il y a aussi la propriété de l'avis. Donc, l'avis qui a pu être posté, s'il est posté sur un canal comme Airbnb, Booking et autres, on n'a pas le droit techniquement de l'afficher sur son site web. C'est illégal. La propriété est de ce canal. Donc, l'intérêt, c'est d'arriver à faire en réservation directe, d'être propriétaire de cet avis, éventuellement voir comment le rediffuser ailleurs. Mais encore une fois, c'est tout basé sur garder la propriété de son business finalement. Créer un business, pas juste être un agent de ménage et d'accueil pour Airbnb ou Booking.com ou Vermont. Donc c'est là où… Donc ça, je pense que ça va en passionner beaucoup. Et donc ça, effectivement, tu proposes de faire à première vue une session, mais il y aura probablement la possibilité de faire un atelier en fait pour ceux qui le souhaitent. C'est plutôt sous ce format-là. Tout à fait. Je pense que les deux sont intéressants. Donc la session pour déjà donner des grandes lignes et peut-être des axes qui peuvent être déployés à sa fréquence. Et puis après, pour ceux qui sont prêts à prendre des actions tout de suite, ce que je recommande, venir en atelier. On peut voir au cas par cas éventuellement les qui peuvent être faits parce que ça peut être intimidant d'une certaine mesure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, essayer de voir quelles peuvent être les premières, les plus simples, suivant où on en est dans son activité. Oui. Ouais. Et puis les ateliers lors de la semaine de la location saisonnière sont effectivement, on aura un temps plus important. Alors les sessions seront limitées. Les ateliers peuvent pas être avec 150 personnes dans la salle, donc ce sera forcément limité. En revanche, le temps consacré par les uns et les autres sera beaucoup plus important et ce sera vraiment, on aura vraiment le temps de travailler. Chacun pourra travailler sur son business avec ses propres exemples, etc. Voilà. Et ce qui est parfait, c'est qu'on pourra essayer d'avoir un peu des interventions aussi auprès des différents intervenants pour s'entraider, parce que c'est aussi l'avantage et ce que je trouve la magie de cette industrie, c'est une communauté qui est finalement très proche. On est beaucoup d'acteurs à vouloir s'entraider, même pouvant être concurrents. Je sais que quand on a lancé BookingSync, donc qui était aussi le premier channel manager, comme on appelle, donc à connecter finalement avec les différents portails, notre premier client, c'était mon voisin. Et c'était super, parce que l'idée, c'était pas comment on fait pour faire plus de business que toi et de piquer tes clients, c'est comment on fait pour avoir plus de clients qui viennent sur notre île, satisfaire plus de monde. C'est vrai que pour nous, ça a fait 30% d'occupation de plus la première année, donc c'était vraiment énorme. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, il y a moins de 10% qui sont sur plus de 2 canaux. Ça, c'est vraiment un des sujets, notamment du SPLM, qui est de se dire à un moment donné, parce qu'on essaie de regrouper justement les professionnels de la location meublée, et de se dire qu'en réalité, on n'est pas vraiment concurrent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une multitude de canaux différents, de propriétés différentes qui vont s'adapter. Enfin voilà, tout le monde ça va pas s'adapter. C'est pas le one size fits all qu'on connaît des Américains. Je n'aurais pas la traduction exacte des choses. Et effectivement, il y a un vrai intérêt. J'en profite justement pour inciter les professionnels de la location meublée et saisonnière de rejoindre le SPLM, parce qu'effectivement, il y a un vrai intérêt à échanger les uns avec les autres et les best practices et de se donner des trucs, et c'est pas forcément justement pour passer devant son voisin. Clairement. Et l'une des chances qu'on a aujourd'hui, et peut-être pour partager quelques opportunités actionnables déjà tout de suite, c'est de savoir qu'il y a une demande pour la location de meublé, on va dire, plus forte que jamais. Quand les voyageurs peuvent repartir, on l'avait prévu, mais maintenant on l'a prouvé, que ça monte en force. On a entendu Thibaut tout à l'heure qui partageait déjà certains chiffres, donc on va dire de sociétés spécialisées dans la recherche qui sont extrêmement forts. Pour moi, avoir d'autres échos qui viennent du board connectivité avec Booking.com dont je fais partie, de gros acteurs aux US sont sur leur propriété à x3 par rapport à 2019, ce qui est énorme. De notre côté, donc il y avait un inventaire en plus majoritairement urbain au global, on est déjà à 2 fois 2019. Donc il y a une demande qui est absolument extraordinaire pour toutes les propriétés. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la concurrence avec son voisin, c'est pas vraiment celle-là qui compte. Non. La question, c'est comment faire pour arriver à amener sa propriété au maximum de vues. Parce que l'important, c'est que les gens qui sont intéressés par votre bien vous trouvent. Mais aussi, après, que vous soyez présenté correctement, donc avec des bonnes photos, avec des bons prix, avec une description qui vend finalement votre propriété et l'expérience qui va avec, parce qu'on est dans une industrie d'expérience, mais qui ne survendent pas non plus. Le but, c'est que les gens arrivent et qu'ils soient encore plus contents que leurs attentes. C'est aussi il ne faut pas que ce soit la déception en arrivant et de se dire, les photos sont en plan large, c'est beaucoup plus petit, et c'est important.
Voilà, il faut arriver à faire que ça vende, mais pas survendre. Il faut trouver le juste milieu. Et donc, tout ça, c'est des axes qui sont déjà importants à réfléchir aujourd'hui, à voir comment vous mettre en avance, donc avec des outils technologiques. J'ai envie de dire, si aujourd'hui, vous n'avez pas un outil technologique pour gérer votre activité, donc c'est toujours fait à la main ou avec un Excel ou quelque chose comme ça, vous perdez énormément de temps. Je sais que sur nos clients, bon, certains pourraient absolument pas faire le business qu'ils font s'ils n'avaient pas d'outils, mais même sur des particuliers, ça va être en moyenne 40% de revenus supplémentaires pour la moitié de votre temps. Alors, tu travailles la moitié du temps et tu gagnes 40% de plus. C'est astronomique. Donc, pas utiliser un outil, finalement, c'est un peu vouloir, sauf si on ne sait pas quoi faire de sa journée et que l'envie est de faire des tâches répétitives, dans ce cas-là, ça se tient. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas trop de cohérence. Donc, peut-être une chose on peut organiser un atelier tableau Excel au sein de la Short Stay Week pour ceux qui aiment bien le côté un peu old school et voilà, ça peut être une option. Pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aurais du mal à rester dans ce workshop très longtemps parce que voilà, ça a évolué finalement et c'est vrai que ça a eu ses avantages. Hein. Je me rappelle il y a quelques années où voilà, c'était sur papier, quoi. On avait un planning papier qu'on se partageait et à l'époque ça marchait très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a pu digitaliser ça, travailler en équipe dessus, ça a de forts avantages. Et donc sur les autres petites pratiques que je pense très importantes à mettre en avant et pourquoi nos clients finalement ont une relance si forte, c'est vraiment parce qu'il y a un mélange de 3 axes. Un qui est donc de voir comment se distribuer au maximum, donc augmenter son nombre de réservations. Pour ça, la distribution compte beaucoup, mais il y a aussi le fait que la propriété fasse confiance, à savoir, et le service qui va avec, à savoir la qualité du ménage. Très, très important, plus on en parlera juste maintenant après, que jamais, j'ai envie de dire 2020 était peut-être encore plus, mais ça n'empêche que la tendance est toujours là. Donc, rassurez vos clients sur la qualité du ménage, un ménage professionnel, très important. Après, qu'il y ait une interaction qui mette en confiance, c'est aussi très important. Et là, on est à ce stade-là toujours dans attirer finalement un maximum de clients sur votre propriété et les mettre en confiance. Le deuxième axe, ça va être ouvrir à une demande qui a évolué. Comme on entendait tout à l'heure de Séverine, il faut adapter son service finalement à la demande. La demande aujourd'hui a évolué, elle est aussi beaucoup dans du moyen terme. Si vous n'avez pas exploré cette option aujourd'hui, ça mérite d'être considéré. Peut-être pas pour vos semaines de plus grosse période, de grosse haute saison, peut-être pas forcément. Et encore, si le tarif est adéquat, pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir que 24%, si mon chiffre est bon, des réservations Airbnb en début 2021 et sur du moyen terme, à savoir plus de 28 jours. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est une opportunité qui est aussi très, très forte et au-delà de la haute saison, qui peut s'appliquer extrêmement bien en basse saison. Donc vous allez peut-être pouvoir louer votre bien à une période qui n'était pas envisageable avant, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande grâce au télétravail qui permet à des gens de travailler depuis une propriété qui va être dans un lieu qu'ils préfèrent, même dans une période qui paraît moins attractive à vos yeux ou qui ne l'était pas habituellement. Le troisième axe dont je recommande, c'est aussi toute la partie de vente de services supplémentaires. Les gens qui voyagent sont prêts à pouvoir dépenser finalement un peu plus aussi, parce que c'est un investissement qu'ils font sur une qualité de vie, sur une bouffée d'air. Enfin, ils peuvent partir. Et donc, le fait d'arriver à les aider avec des services complémentaires, surtout dans cette situation actuelle aujourd'hui où est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller chez les différents marchands avec autant de souplesse qu'on pouvait le faire avant Covid? C'est pas encore garanti partout. Donc, promouvoir et mettre à disposition de vos clients des services supplémentaires, que ce soit un panier d'accueil, potentiellement remplir leur frigo avant l'arrivée, ou un service de transfert d'aéroport s'ils viennent par avion. Il y a beaucoup de services qui peuvent être mis en avant, certains très rapidement, et qui peuvent très facilement améliorer le service que vous fournissez, mais aussi augmenter vos revenus. Donc ça, c'est vraiment 3 axes que je recommande à regarder tout de suite pour notre audience, et donc qui peuvent vraiment changer votre activité déjà cet été. Ok. Merci beaucoup Sébastien. Je vais être obligée de te couper. Justement, on va parler de ménage un tout petit peu plus tard. C'est un plaisir. Voilà, je sais qu'on doit encore affiner un petit peu les sujets qu'on va aborder fin novembre, mais je suis sûre que ça va être passionnant. On aura l'occasion d'en discuter bientôt.
Parfait. Ben, encore très merci pour cet événement et votre organisation. Merci beaucoup. Sébastien. Au revoir. Au revoir. Bon, ça c'était plein des choses très intéressantes et très utiles. Et en fait, justement, comme tu as dit, Marie, maintenant on va parler d'un de les sujets. Karim, bienvenue. Je ne sais pas si tu as entendu la discussion de Sébastien juste avant, mais en fait, ça tombe très bien. J'étais encore sur le live YouTube. Oui, absolument. J'ai bien entendu ce que disait Sébastien juste avant. J'allais le remercier pour l'introduction sur le sujet que j'amène. Non, mais effectivement, hein, c'est évident que le ménage, il y a des études d'ailleurs qu'Airbnb a faites qui indiquent que c'est un des critères primordiaux dans la sélection des appartements pour les locataires aujourd'hui. Voilà, donc, Karim, c'est quoi le nom de... Alors, Karim Boukari, Paris Suite Service. On existe depuis 12 ans maintenant. On attaque notre 13e année. On est spécialisé dans toute la logistique des locations saisonnières, donc toute la partie réellement opérationnelle. Donc toute la partie ménage, toute la gestion du linge, toute la gestion de la maintenance et les accueils. Voilà, on fait ça depuis pas mal de temps sur Paris. On a entre 1200 et 1500 appartements sur Paris, même si je pense qu'on en a perdu quelques-uns avec le Covid, qui sont passés en location long terme. D'ailleurs, on pourra en parler. Le ménage post long séjour. Qui est aussi quelque chose entre guillemets de nouveau pour les gens qui sont spécialisés en location saisonnière. Voilà, bon, ça fait longtemps que je suis dans le secteur de la location saisonnière, par le biais de mon ex-femme ici présente d'ailleurs. Ah bon? Puisqu'on a commencé, avec une femme avec un accent. Ouais, canadien, on va dire. Voilà. Non, mais on avait commencé avec un site qui s'appelait A Week in Paris. C'était pour un petit appartement 8 Montmartre et Gail a su développer ça en une belle petite structure de location saisonnière. Et donc toi, tes sujets de prédilection pour le mois de novembre, ça va être justement... tu étais déjà intervenu au niveau du SPLM justement pour donner quelques indications et conseils aux membres qui subissaient de plein fouet la pandémie. Oui. Bah, il y a pas mal de choses. Il y a la certification Covid-19, même si je pense que petit à petit, on va avoir de moins en moins de problématiques avec le virus. Maintenant, renforcer la confiance des locataires, à plutôt réserver votre appartement qu'un autre appartement. Je pense que le fait d'offrir une certification Covid-19, ça reste un plus, que ce soit parce que votre appartement est certifié Covid-free ou par les produits utilisés, par les process utilisés, par la sécurité sanitaire mise en place. Voilà, je pense que ça c'est important pour assurer les clients. C'est aussi l'intérêt de passer par des sociétés dont c'est vraiment le métier. Voilà, ça fait longtemps que je suis pour la professionnalisation du ménage, mais c'est parce que je prêche pour ma paroisse, mais ça s'avère encore plus le cas aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a aussi un autre aspect. Enfin, moi, ce que je note aussi dernièrement, il y a de plus en plus de réservations de dernière minute, encore plus qu'en 2019 ou 2018. Donc, il faut pouvoir être très réactif. Et c'est un petit peu une arme à double tranchant, parce que vous arrivez dans un appartement qui vient d'être loué, vous voulez le relouer le jour même
sans offrir de garantie à la fois pour les gens qui vont y venir faire le ménage, changer les draps, mais la personne qui va faire le check-in, et les locataires qui vont y arriver. Donc, d'où l'importance de travailler avec des équipes qui ont mis en place des process vraiment bien pensés, quoi. Voilà. Je vais essayer d'être plus court que tous les autres qui sont passés avant moi. Non, mais tu as raison, parce qu'en plus, on a encore et je pense qu'on déborde un peu déjà. Carrément. Mais enfin, voilà, il y aura certainement une évolution sur certains thèmes, puisqu'on sera passé, on aura passé la haute saison. Donc on pourra en tirer aussi des conséquences et des éléments importants pour la saison 2022, hein, la vraie première saison qu'on aura en fait. Oui. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Karim. Merci. De rien, avec plaisir. À très bientôt. Merci d'avoir organisé cette réunion et on se reparle bientôt. À très bientôt. Merci. Et last but not least, comme on le dit, Alexis, désolé, c'était un petit peu long. Voilà. Je vais te laisser là, voilà, je te laisse la parole et te présenter. Je sais que justement, tu as quelques éléments à propos des tendances. Ce serait bien qu'on arrive à pas trop déborder. On a déjà débordé de 22 minutes. Donc, si on arrive à pas trop déborder, mais je sais que tu peux avoir un timing, un timing un petit peu serré. Donc, et comme tu interviens bientôt pour le SPLM, tu auras l'occasion de donner le reste des informations si tu n'arrivais pas à tout dire. Pas de problème. Marie, merci beaucoup. Gaël pour l'invitation aussi et merci à tous les intervenants. Moi d'abord, je voulais dire, je sais pas si vous voulez que je partage ces données, si on a le temps. Sinon, tout à fait. Si tu préfères, les afficher et puis effectivement parler en même temps, pour qu'on ait quelques données. Parfait. Si tu arrives à rester dans le timing. Oui, j'essaye. Je vais essayer de raccourcir non, pas de stress. Le plus possible. Le plus possible. Moi d'abord, je me présente. Je suis Alexis Barcelot. J'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Aval Consulting. Après, je vous expliquerai en quoi il consiste. Tout d'abord, je suis tombé dans la marmite du tourisme dès ma naissance. Je suis franco-espagnol. Je suis né en Espagne, dans une ville très touristique sur la Costa Blanca. Et j'ai toujours été passionné par le secteur travel. Après 20 ans dans le secteur hôtelier, et les derniers 16 ans en ayant occupé des postes de direction générale et directeur opérationnel pour des chaînes hôtelières et hôtels indépendants, j'ai décidé en 2015 créer ce cabinet de conseil. Et actuellement, je travaille en tant que professeur agrégé dans les écoles de commerce internationales et universités et en tant que consultant et investisseur dans divers secteurs de l'industrie de la location touristique. Donc, nous, à travers Aval Consulting, on essayera d'aborder d'autres genres de décisions de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, c'est plutôt des décisions économiques à prendre pour essayer de booster le rendement économique des hébergements touristiques. Nous, on a une mission à Aval Consulting et c'est donner aux property managers les moyens de gérer, d'administrer et de booster le rendement économique de leur entreprise d'hébergement touristique d'une manière simple et mesurable. Je voulais souligner le fait d'être simple et mesurable parce que le fait d'implanter énormément de mesures pour améliorer le rendement économique et en même temps d'administrer et de faire le management d'une entreprise d'hébergement touristique dans le même endroit, dans le même emplacement, c'est extrêmement compliqué. Les chaînes hôtelières, ce qu'elles font, c'est toujours avoir un bureau central à travers lequel elles prennent les décisions. Donc, c'est tout un bureau central qui prend les décisions du rendement économique. Quand je parle du rendement économique, je parle du point de vue commercial, donc revenue management et tout genre de décisions pour essayer de booster les revenus, mais pas seulement les revenus, sinon aussi de surveiller et de faire une surveillance et un contrôle des coûts et de la qualité perçue
par les clients, par notre clientèle. Je crois que c'était Sébastien qui nous expliquait que c'était extrêmement important de contrôler la qualité perçue par notre clientèle, et c'est totalement comme ça. À la fin, c'est des vases communicants. Si la qualité perçue tombe, les revenus tombent, et rien n'a l'équilibre qu'il devrait avoir pour améliorer le rendement économique. Donc, nous, pendant la semaine du Show Stay Week et aussi à travers des ateliers, on essaiera d'aborder et essayer de donner en détail quelles sont les mesures actionnables et applicables à ce contexte dans lequel on est, parce qu'il y a plein de challenges et plein de défis auxquels il faut faire face dans le contexte qu'on est en train de vivre maintenant. Super, donc ce sera vraiment... Oui, vas-y, si tu arrives à partager voilà, tes quelques données. Parfait. Comme par la suite, éventuellement, on pourra même les présenter justement, comme ça va être disponible en replay. Parfait. Donc, c'est clair qu'il faut oublier les indicateurs classiques. On ne peut plus travailler avec les taux d'annulation qu'on était en train de travailler avant la Covid, avant cette pandémie. Là, on parle d'un taux d'annulation qui est supérieur, nettement supérieur, et il faut analyser ces annulations. L'anticipation aussi des réservations, elle n'a absolument rien à voir. On trouve des réservations qu'on est en train d'obtenir, énormément de réservations pour cet été. J'écoutais d'autres intervenants qui disaient que le point positif, c'est qu'on est en train d'obtenir ces réservations, et c'est sûrement comme ça. Mais c'est vrai que sur le court terme, on obtient avec une anticipation beaucoup plus courte qu'avant, de nombreuses réservations aussi, et donc les actions qu'on doit implanter sont complètement différentes aux actions qu'on était en train d'implanter auparavant. Voir ce que les concurrents font dans un contexte comme celui-là, c'est extrêmement compliqué, parce qu'à vrai dire, la situation économique et financière de chacun d'entre nous est complètement différente. Donc, prendre les décisions en contrôlant ce que les concurrents ou ce que le voisin est en train de faire ne sera toujours pas la bonne décision à prendre, non? Là, je partage avec vous l'évolution du trafic aérien. Ça, c'est donc l'évolution du trafic aérien qu'on a vu. Ça, c'est à un niveau global. Ce qu'on a fait, c'est essayer de relationner cette évolution du trafic aérien avec l'évolution de l'occupation touristique. Pour nous, ça a eu un succès énorme, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le 85% en France, on parle plutôt entre un 70 et un 85% des voyageurs qu'on reçoit à nos hébergements touristiques, ils viennent à travers un avion. Donc, relationner l'occupation touristique avec le trafic aérien, bien évidemment, ça nous donne une image beaucoup plus claire de qu'est-ce qu'on doit faire. Et nous, ce qu'on voyait, c'est que en 2020, bon, là, on est juste avant la pandémie, donc pendant l'hiver 2020 c'est ça, hiver et après, pendant le début de 2021, c'est quand on commence à avoir les résultats de cette pandémie. Et on voit que l'évolution, juste, il y a bien évidemment une chute des vols, et après on voit une évolution au fur et à mesure que les restrictions du confinement et les restrictions de mobilité commencent à se libérer et commencent à bouger positivement, non? Donc on a pris ces deux scénarios qui sont, je trouve, une image la plus réelle de ce qu'on a pu vivre dans différents emplacements, des emplacements de côte, des emplacements urbains aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une récupération graduelle, mais une récupération, ce qui est très positif, pour l'été 2021, et que bien évidemment, on peut espérer d'avoir au moins entre un 50 et un 75% de récupération en trafic aérien pour ces dates-là à niveau global, non? Nous, jusqu'à présent, on voulait prendre ces données-là pour essayer d'analyser, parce que bien évidemment, on n'a pas une boule de cristal
mais ce qui est clair, c'est que quand on n'a pas une boule de cristal, il faut analyser les données pour voir quelle est la prise de décision qu'il faut gérer, qu'il faut mener. Et nous, à travers ces scénarios, on en a fait comme 8 scénarios différents, ces 2 scénarios qui étaient les plus positifs, où on voit la chute et on voit après comment il y a une récupération notable, en nous appuyant sur le trafic aérien, on a pu prendre des décisions entre voir quel était le mix entre les locataires de long terme et les locataires de court terme. Non, s'il y a une chute énorme, bien évidemment, il faut pas prendre des actions sur le court terme parce qu'en ayant les frontières fermées et en ayant des restrictions dans le secteur travel, il n'y a absolument aucun sens. Non, donc nous, à travers ces projections de trafic aérien, on a pu prendre des décisions qui nous ont permis de pouvoir avancer avec nos partenaires et qui nous ont permis d'agrandir le portfolio de partenaires, notamment dans tous les emplacements dans lesquels on est. Donc, à travers le trafic aérien, on a pu voir quel était le mix entre long terme et court terme. Et au fur et à mesure que les données sont en train de s'avancer, donc que les projections sont en train d'améliorer notamment, bien évidemment, on est en train de réduire ce genre de locataire long terme pour essayer de le passer à un court terme et voir en fonction des caractéristiques de l'emplacement des propriétés, voir quel est le meilleur genre de client qui peut s'adapter à cette propriété touristique et qui peut occuper cette propriété touristique pour essayer d'améliorer le rendement et de booster le rendement économique de ces hébergements. Okay. Je voulais aussi vous montrer donc quelques perspectives du business du client et de la situation sanitaire qu'on connaît déjà. Donc les différences qu'il y a entre cette année 2021 et 2019. Du point de vue du business, c'est clair qu'on ne doit pas compter sur des foires et que la segmentation pourra être plus dirigée vers le loisir que la segmentation d'affaires, donc le corporate. Et la distribution devra être un modèle hybride entre une distribution plus orientée vers des séjours plus longs, combinés aussi avec des séjours plus courts. Mais ce qui est clair, c'est que ce changement de modèle de commerce, il faut voir jusque quand on doit l'implanter. Parce que on sait que ça a été une opportunité qu'on n'avait pas vécue auparavant de pouvoir combiner ce genre de locataire long terme avec le locataire court terme. Mais c'est clair que économiquement, il y a beaucoup de changements dans nos comptes d'exploitation et que il faut voir quand est-ce qu'on termine avec ce modèle pour passer à l'autre et si peut-être ce modèle de long terme doit plutôt être pendant des basses saisons comme d'autres intervenants ont dit déjà, non? Donc, mixer pendant la basse saison, maintenant, ça aura beaucoup de sens et on a appris à travailler avec ce genre de segmentation. Et du point de vue du client, bien évidemment, comme je disais avant, le booking window, donc l'anticipation est beaucoup plus courte. Le 95% des réservations sont effectuées avec des politiques flexibles, ce qui nous laisse toujours l'incertitude de voir comment elles vont se matérialiser ces réservations au futur, mais il faudra bien évidemment l'analyser constamment. Donc, il y a des données qui sont extrêmement changeantes et qu'il faudra prendre des décisions au fur et à mesure que ce virus s'affaiblit et qu'on avance. Et le télétravail, les séjours moyens sont beaucoup plus longs et la croissance du tourisme intérieur, c'est aussi un fait qu'il faut essayer de souligner. Et les voyageurs qui ont été isolés socialement vont nous laisser une opportunité pour avoir une plus grande connexion humaine avec tous ces voyageurs. Souligner aussi la situation sanitaire, bien évidemment, elle devra changer. Notamment, on espère que pour les dates qu'on va se revoir, pendant le mois de juin, je donnerai un autre atelier où je soulignerai et j'essayerai d'apprendre à d'autres personnes comment améliorer le rendement économique de leur hébergement et quels sont les facteurs et les actions qu'ils peuvent appliquer dans leur hébergement touristique. Mais bien évidemment, la situation sanitaire, il faudra la contrôler. Les phases de désescalade
de nos marchés et le passeport Covid, il faudra voir comment il marche et comment il va s'implanter dans les pays receveurs et dans les pays émisseurs aussi. Donc, émetteurs, pardon. Donc, l'Union européenne autorisera aussi des touristes vaccinés de toute nationalité. Ça, c'est clairement une opportunité pour tous, non? Nous, au début de toute cette crise sanitaire, ce qu'on avait analysé, c'était des épidémies similaires pour essayer de faire des scénarios avec ces épidémies similaires. Et la bonne nouvelle, c'est que des épidémies comme le SARS et le MERS, qui avaient commencé en 2002 et en 2012, plus qu'un an après ou 8 mois après, elles ont disparu, mais la récupération, on l'a commencé à vivre 4 à 5 mois après. Donc là, bien évidemment, c'est une pandémie, c'est différent, c'est le même genre de virus, c'est un coronavirus, mais que la récupération de l'occupation et donc du taux d'occupation et du prix moyen peut retrouver des niveaux similaires à ceux d'avant le virus très rapidement. Et donc, il faut être très attentif et essayer d'implanter énormément de mesures avec tous les changements qu'il y a. Merci beaucoup. Donc effectivement, beaucoup de travaux en prévision pour nos gestionnaires de biens. Voilà, mais en tout cas, c'est plutôt positif parce qu'on voit que les courbes des projections aériennes sont plutôt bonnes. Et effectivement, si on voit même si après, faut s'adapter au temps de récupération sur les exemples des précédents virus, c'est plutôt du positif. Donc, en tout cas, des actions assez concrètes en tout cas pour tes présentations qui auront lieu en novembre, avec peut-être même des ateliers comme celui que tu vas proposer là pour le SPLM. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus d'ici quelques temps. On va vous présenter très prochainement justement le reste toutes les sessions, etc. Je te remercie beaucoup, Alexis. Oui, tout simplement souligner le fait, Marie, qu'il faut changer totalement nos prismes d'analyse. La pandémie a précipité l'effondrement d'un monde, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ça veut dire, il faut implanter plein d'actions pour voir comment faire un commerce soutenable. Et donc, il y a plein d'indicateurs externes qu'il faut tenir en compte et qu'il faut avoir présent. C'est par exemple le trafic aérien, les taux de vaccination de chaque pays et les restrictions gouvernementales des pays émetteurs ou des pays receveurs et d'autres indicateurs internes aussi qu'on analysera dans ces ateliers. Merci beaucoup. Je crois, Gaëlle, qu'on a vu énormément de choses. On a dépassé de 40 minutes le projet, le webinaire. Je tenais à remercier d'ailleurs John Paolo qu'on va peut-être voir qui était derrière sur la partie technique et qui est aussi à l'initiative du projet. Voilà, qui malheureusement ne parle pas encore français, mais ça ne saurait tarder si on continue ces webinaires. Je voulais remercier tous les participants, en fait, tous les intervenants, parce que je sais qu'on a un peu speedé au niveau des présentations et qu'ils ont des tonnes de choses à dire. Et je pense que voilà, vous allez être passionnés par cette semaine de la location saisonnière. Si vous souhaitez des informations sur cette semaine-là, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra les liens. Très bientôt, vous allez avoir les calendriers avec tous les conférenciers et toutes les sessions et tous les ateliers. Vous allez voir que c'est passionnant. Et également, j'en profite pour faire un petit mot sur ceux qui souhaiteraient rejoindre le SPLM ou avoir plus d'informations. Donc, on représente les professionnels de la location meublée, courte, moyenne, longue durée. Voilà, on est vraiment convaincus que c'est dans la réunion des uns et des autres et dans le partage d'expériences qu'on peut effectivement être plus fort et pas simplement sur du défensif, mais aussi sur des échanges entre confrères. Voilà pour le mot. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, c'était un plaisir et c'était super. Voilà, merci beaucoup et merci à tous. À la prochaine. Au revoir.